il répondra à la fin de chaque partie. Voilà, bonne réunion. David, je t'invite, puisque je viens de lancer l'enregistrement, à relancer la projection du document et à réactiver ton micro. C'est en cours. Alors normalement, on doit voir la Voilà, première slide. C'est bon? c'est parfait. Bonne réunion. Très bien, merci. Donc, alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sont les marchés publics et spécifiquement les marchés publics d'assurance. Donc on va voir au cours de ce webinaire certaines parties qui concernent spécifiquement les marchés publics d'assurance. On va faire une petite introduction, on va parler de l'anticipation et de la connaissance des besoins, de la rédaction des pièces du marché, des procédures de passation, de la vie du contrat et de la résiliation de celui-ci. Et pour aller plus loin, vous verrez à la fin les slides qui vont vous expliquer tout ce qu'on peut faire au niveau du service Rural Consult. Donc, commençons par quelques exemples de questions qui peuvent être posées au service téléphonique. Donc, ce sont des questions qui ont été posées dans le cadre du service téléphonique sur spécifiquement les marchés publics d'assurance. Donc, on a eu comme question: le besoin concernant le renouvellement des contrats d'assurance peut-il faire l'objet d'un marché global? L'assureur souhaite faire signer un avenant pour réduire les garanties concernant la cybersécurité et les pandémies. À défaut de le signer, l'assureur prononcerait la résiliation. Est-ce possible? Comment prolonger un contrat d'assurance dans lequel nous n'avons pas eu le temps de lancer une consultation? Et dans le cadre de la préparation d'un marché public d'assurance dommage-ouvrage, est-il possible d'avoir recours à la pratique du sourçage? Donc voilà le type de questions auxquelles on peut répondre. Alors je pense pour celle-ci de manière immédiate, mais sinon sur des questions qui demandent un peu plus de recherche, on prend votre numéro et on vous rappelle sous 48 heures. Donc alors commençons spécifiquement pour les marchés publics d'assurance par une petite introduction. Donc le marché public d'assurance. Les personnes publiques, quand elles veulent satisfaire leurs besoins en termes de travaux, services ou fournitures, doivent obligatoirement passer par des procédures spécifiques. Ces procédures, elles sont à mettre en œuvre dans le cadre des marchés publics. Et ces marchés, ils obéissent à des règles bien particulières. Les contrats d'assurance, qui sont passés par les personnes publiques, sont des contrats de droit public par détermination de la loi. Cela découle de la loi Mursef. Et l'article 6 du Code de la commande publique précise: s'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs. Donc, au sein de ces marchés publics, les marchés publics d'assurance sont un cas bien particulier. Même s'ils obéissent au cadre général de la commande publique, ils possèdent des caractéristiques pouvant déroger au droit commun des contrats de la commande publique. C'est la rencontre en fait entre le code de la commande publique et le code des assurances. Les marchés d'assurance sont donc des marchés publics de services et ils reflètent une certaine complexité au regard de la diversité des risques à courir. Alors je ne vous cache pas que la situation actuelle ne permet pas d'envisager la passation des marchés d'assurance de manière sereine. En cause des aléas climatiques, des risques sociaux font qu'une grande majorité, pour ne pas dire la totalité, des personnes publiques voient le montant de leurs primes d'assurance et ou des franchises exploser. Ce qui fait que de nombreux élus dénoncent les difficultés grandissantes qu'ils rencontrent pour s'assurer auprès des compagnies. Je vous cite un exemple. La ville de Montargis, dans le Loiret. Eh bien, pour ces bâtiments, sa franchise est passée de 7 500 € à 2 millions d'euros en cas d'émeute. Donc, les dégâts qui sont en dessous de 2 millions d'euros ne sont plus assurés. C'est-à-dire que la collectivité devra se débrouiller
toute seule. Mais face à cela, plusieurs leviers peuvent être mis en œuvre pour essayer de contrer cette tendance. Mais je ne vous cache pas que les prévisions sont pessimistes pour ce secteur. Pourquoi? Parce qu'on est face à un constat alarmant. Au vu du contexte d'incertitude, les assureurs n'hésitent pas à demander des augmentations tarifaires par avenant, si ce n'est purement et simplement de demander la résiliation du contrat. Pour exemple, la commune de Fresnes a vu l'avenant de son contrat générer une hausse de 42% de la cotisation pour les dommages aux biens, alors même que la commune a enregistré peu de dégâts durant les émeutes de juin 2023 et un seul sinistre dans l'exécution de son contrat d'assurance qui datait de 2018. Les difficultés assurantielles, même si elles touchent l'ensemble du territoire, semblent se concentrer sur les communes de plus de 5000 habitants. Donc les communes de moins de 5000 sont moins touchées par ce phénomène. C'est assez logique puisqu'elles ne possèdent que très peu d'équipements publics susceptibles d'être assurés. Le secteur assurantiel concernant les collectivités est aussi victime d'un phénomène de concentration. Ainsi, 2 acteurs du secteur de l'assurance représentent à eux seuls 77% de toutes les collectivités assurées. C'est Groupama et la SMACL. Et à eux deux, ils possèdent pratiquement toutes les assurances auprès des collectivités. Et cette concentration, elle pose un problème, car en cas de résiliation ou d'augmentation de tarifs demandés par les assureurs, eh bien, les collectivités, elles n'ont pas vraiment d'autre choix pour s'assurer. De plus, la rigidité de certaines procédures peut expliquer une telle sclérose des acteurs en place, qui empêche tout renouvellement dans les acteurs. Mais il ne faut pas oublier que le code de la commande publique est avant tout un outil, et il est essentiel que les collectivités se l'approprient et l'utilisent dans leurs propres intérêts. Voyons maintenant quelques chiffres sur les relations entre les personnes publiques et les assureurs. Et le constat, c'est qu'elles ne cessent de se dégrader, ces relations. Vous avez en illustration un questionnaire venant d'un rapport du Sénat qui montre cela. C'est-à-dire qu'il y a 60% des collectivités qui ont au moins rencontré un problème avec leurs assureurs. Les problèmes peuvent être multiples. Ça peut être des hausses du coût du contrat, des hausses des franchises, des appels d'offres infructueux. Ça peut être des attentes d'indemnisation, des résiliations de contrats à l'initiative de l'assureur, de la dégradation des relations avec l'assureur, des montants d'indemnisation qui sont inférieurs à ceux prévus par le contrat. Tout cela fait que la dégradation des relations entre les assureurs et les collectivités ne fait que grandir. Quand les personnes publiques réussissent à trouver une assurance, bien souvent, surtout si vous devez la renouveler, bien souvent il y a une augmentation de tarifs par rapport au précédent marché. Ce qui fait que certaines collectivités peuvent aussi choisir l'auto-assurance, c'est-à-dire de ne pas se rassurer tout simplement et d'assumer le risque elles-mêmes. Il est donc nécessaire de prendre en compte tous ces éléments pour la passation des futurs contrats d'assurance. Et une projection concernant les aléas climatiques indique que pour la période 2020-2050, les coûts assurantiels seraient de 143 milliards d'euros, ce qui représente 69 milliards de plus que sur la période 89-2019, où ça ne représentait que 74 milliards. Donc les coûts des aléas climatiques vont aller dans le sens d'une augmentation. Donc face à ce constat du problème assurantiel des collectivités, le gouvernement a lancé un dispositif. Ce dispositif repose sur une cellule d'accompagnement et d'orientation.
C'est la cellule collective Assure. Elle a pour mission d'aider les collectivités territoriales confrontées à des difficultés d'assurabilité à identifier une solution adaptée. C'est un organisme, enfin c'est une cellule indépendante et impartiale. Elle a vocation à constituer un point d'entrée pour les collectivités en situation de blocage assurantiel. Pour cela, elle a 4 missions. Premièrement, elle a une mission de conseil. Elle va délivrer un conseil immédiat sur la base d'un diagnostic flash de la situation de la collectivité. Elle a une mission d'accompagnement. Elle doit orienter la collectivité vers un parcours adapté, qu'il s'agisse d'une situation d'urgence ou d'un besoin de sécurisation. Une autre de ces missions, c'est une mission de formation et d'information. Elle doit structurer un réseau de référence à l'échelle nationale et départementale. Et elle doit aussi diffuser des bonnes pratiques assurantielles. Et elle a enfin une mission d'évaluation, c'est-à-dire assurer une fonction d'observatoire de l'assurabilité des territoires par l'évaluation du niveau d'assurabilité des collectivités. Et dans ce cadre-là, elle doit produire un rapport. Cette cellule aurait recensé déjà plus d'une centaine de références d'acteurs et d'intermédiaires locaux qu'elle peut proposer aux collectivités. Je vous ai mis en bleu le lien direct vers la cellule Collective Assure. Vous avez juste à cliquer dessus et vous tomberez sur le site web. Donc, est-ce qu'il y a pour l'instant des questions? Donc, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Donc, je ferai des allers-retours pour voir les questions et pour essayer d'y répondre. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Il y a des remarques de beaucoup de participants qui n'ont pas reçu le support que j'avais pourtant envoyé avec le lien. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous renverrai le support à l'issue du webinaire. Donc, tu peux continuer, petit David. Très bien, très bien. Alors, l'anticipation et la connaissance des besoins. C'est-à-dire que quand vous voulez passer votre marché d'assurance, il y a un temps de réflexion à avoir en amont du marché. C'est-à-dire que avant tout lancement d'une procédure de passation d'un marché d'assurance, alors ça vaut pour le marché d'assurance, mais ça vaut pour tous les marchés. Vous devez définir avec précision votre besoin. Ce qui veut dire que dans le cadre des marchés d'assurance, un travail doit être fait en amont concernant l'identification, l'analyse et la hiérarchisation des risques de la collectivité. C'est-à-dire qu'on doit faire un inventaire du patrimoine de la collectivité. On doit recenser avec précision l'ensemble des biens, qu'ils soient immobiliers, mobiliers, véhicules, objets précieux, etc. Et on doit connaître les compétences ou les activités que la collectivité peut mettre en œuvre. On doit faire une cartographie des risques. C'est-à-dire pour chaque risque, il est nécessaire d'évaluer la probabilité d'occurrence et l'impact potentiel qu'il pourrait avoir pour la collectivité. Et il y a aussi une nécessité de faire une distinction. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas nécessaire que la collectivité s'assure pour l'ensemble des risques. Certains risques peuvent être transférés à un assureur, alors que d'autres risques peuvent être conservés par la collectivité. C'est-à-dire être en auto-assurance, c'est-à-dire on ne s'assure pas, et si un dommage arrive à tel ou tel bien, eh bien soit on le fait réparer aux frais de la collectivité, soit on le laisse en l'état. C'est-à-dire vous assumez le risque en n'étant pas assuré de devoir de devoir assumer sur les deniers propres de la collectivité les possibles réparations. Donc la définition et la connaissance spécifique des besoins de la collectivité permet de ne pas s'égarer dans une définition vague des besoins. Pourquoi? Parce que si vous faites une définition vague des besoins, ça pourrait inciter les candidats à faire des offres floues ou au pire à ne pas candidater. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un marché
et aucune candidature en face. Avec tout cela, cela veut donc dire qu'il est nécessaire de former les collectivités à la gestion du risque. Donc l'expertise du risque. Alors je vous ai mis une citation de Philippe Bouvard pour les plus anciens. Les assureurs ne veulent plus rien assurer sans avoir l'assurance que le risque qu'ils garantissent est devenu inexistant. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une assurance, c'est encore mieux de ne pas en avoir besoin. La collectivité, si elle doit connaître parfaitement ce qu'elle veut assurer, doit aussi mener une certaine réflexion sur le risque que représente son patrimoine et ses actions. Ainsi, il est nécessaire au sein des collectivités de développer des actions de formation et de sensibilisation à la gestion des risques, que ce soit auprès des élus et des agents, et ce qui a pour conséquence de développer la fonction de gestionnaire de risque. C'est important de mettre cela en place. Bien sûr, si la collectivité en a les moyens, le temps et la compétence, et ça met en exergue les risques auxquels sont confrontées les collectivités et que ces risques deviennent de plus en plus prégnants. Le risque de plus, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais le risque n'est pas fixe. Il évolue en fonction du contexte. Il évolue en fonction des compétences transférées et sur les domaines d'action et les initiatives que peuvent prendre les collectivités. Il évolue selon le contexte économique et social. Une politique de gestion des risques doit être développée autour de deux axes. C'est-à-dire on va recenser et identifier les risques. On va évaluer ces risques, notamment en termes de survenance, c'est-à-dire la fréquence de leur survenance et d'impact pour la collectivité. Quelle va être la gravité de tel ou tel risque? Pour faire cela, il est possible de mener des actions de sensibilisation et de formation au sein des collectivités. Ça peut se faire par des formateurs extérieurs ou par un développement des échanges entre collectivités. Pour les petites communes, il peut être intéressant de prendre appui sur les services des EPCI, de faire une mutualisation des connaissances. Mais quand on parle des assurances, on va s'assurer pourquoi? C'est à cela que sert l'inventaire des biens de la collectivité, qui va déterminer ses besoins en matière d'assurance. La collectivité est obligée par le Code des assurances de faire, dans le cadre de la déclaration du risque, une liste de tous les biens devant être assurés dans le cadre du marché. Au sein de chaque collectivité, il peut y avoir des particularités sur les biens à assurer. On peut, sans être exhaustif, dresser une liste des assurances dont peut avoir besoin la collectivité. En premier lieu, les biens immobiliers de la commune. Eh bien alors, une description précise de ces biens est nécessaire. Ce sont les biens qui appartiennent à la collectivité et les biens qu'elle occupe, ceux qui sont loués, les ouvrages que la commune possède ou qu'elle exploite. Et attention pour les ERP, il sera nécessaire, dans le cadre de cette déclaration-là, de fournir des informations détaillées comme le nombre de personnes pouvant être accueillies, la fréquentation de ces ERP, les équipements au sein de ces ERP. Un autre domaine d'assurance obligatoire, c'est les véhicules. Tous les véhicules répondant à la définition du Code des assurances doivent être assurés. Quelle est cette définition? Eh bien, les véhicules, ce sont tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Et il sera nécessaire, dans le cadre de cette déclaration, de cet inventaire, de fournir les informations tenant à ces différents véhicules. L'immatriculation, le modèle, l'année, etc. Il va falloir aussi décrire
les compétences que peut exercer la collectivité. Ça peut être des compétences dans l'éolien, le photovoltaïque, les SPIC, etc. C'est la description des biens mobiliers de la collectivité, contre le risque de vol, de perte, etc. La responsabilité administrative ou civile de la collectivité. La responsabilité fonctionnelle des élus et des agents. Les risques ponctuels tels que la cybersécurité, la garantie recours pénale et civile. Je vous ai mis un lien vers un modèle d'inventaire du patrimoine et des compétences exercées de la collectivité. Donc là, je vous ai mis sur les 2 prochaines slides, je ne vais pas vous faire, je vais pas vous les énumérer, mais je vous ai mis une liste d'assurances obligatoires pour les collectivités. Bon, forcément, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de toutes ces assurances. Je pense aux aéroclubs, aux exploitants d'aérodromes, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même une liste importante d'assurances obligatoires pour les collectivités. Vous voyez, on a la responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur, ça on l'a vu, la responsabilité décennale, les épreuves et manifestations sportives sur la voie publique, les remontées mécaniques, les manifestations aériennes, les assistantes maternelles, etc., etc. Les centres de vacances, les établissements de danse, les magasins généraux, la protection fonctionnelle, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Alors, je Alors, reviens. oui, il y en a une. Bonjour, si la ville possède un pont, faut-il l'assurer? Madame Cellier. Alors, si c'est un pont qui appartient à la collectivité, alors j'ai pas vu d'assurance obligatoire pour cet ouvrage particulier. Alors, attendez que je reprenne. Je crois pas avoir vu d'assurance obligatoire dans ce cadre-là. J'ai pas vu, non, je crois pas qu'il y ait d'assurance. Alors sous réserve de texte, je crois pas qu'il y ait d'assurance obligatoire dans le cadre d'un pont. Après, il faut mesurer le risque. C'est-à-dire que si, alors je ne sais pas dans quel état est votre pont. Si c'est un pont où il y a beaucoup de passages, où il y a des véhicules ou des personnes qui passent et que le pont, si vous n'êtes pas assuré et que le pont s'effondre, alors là, je pense que les conséquences pourraient être très importantes, surtout s'il n'y a pas si on arrive à démontrer qu'il n'y a pas eu d'entretien. Si vous avez un pont qui n'est pas assuré, si vous avez un pont qui n'a pas fait l'objet d'entretien rigoureux, la responsabilité de la collectivité va être mise en jeu. Et alors là, je pense qu'il ne faut pas jouer avec cela. Pourquoi? Parce que si ce pont s'effondre, qu'il y a des dommages aux biens, ou pire, des dommages aux personnes, ça va être la responsabilité civile et la responsabilité pénale des élus et de la commune qui pourront être mises en œuvre. Alors là, ça peut aller très très loin. Donc, même si je ne pense pas que ce ne soit obligatoire, je pense qu'il faut vraiment s'assurer dans le cadre d'un pont. Alors, pour les biens autres que le bâtiment, quand utiliser la dommage ouvrage? Alors, la réparation de digues. Alors, j'irai un peu dans le même sens que la réponse pour le pont, c'est-à-dire que s'il y a des dommages sur une digue, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Même si elle n'est pas obligatoire dans ce cadre-là, parce qu'on n'est pas sur un bâtiment, on est sur un ouvrage d'infrastructure, sur la réparation, enfin sur la digue. Donc je pense quand même que vu les conséquences que peut avoir un défaut d'assurance, je pense qu'il est quand même nécessaire, même si ce n'est pas obligatoire, d'avoir une assurance dans ce cadre-là. Alors, autre Alors, question, qu'en est-il des vélos électriques appartenant à la collectivité et qui sont utilisés pour les déplacements professionnels? ils répondent à la définition, pour moi, de véhicule. Donc une assurance obligatoire. Si je reprends ma définition. Où est-ce que je l'ai mise, ma définition? Voilà. Tout véhicule terrestre à moteur. Alors là, on tombe dans la définition de véhicule terrestre à moteur.
Donc, assurance obligatoire pour les vélos électriques. Vous parlez d'assurance dommages ouvrages obligatoire, sauf pour les locaux à usage autre que l'habitation. Pour une construction de crèche, faut-il en souscrire une? Alors, il me semble qu'il y a une assurance obligatoire que j'ai indiquée et qui remonte. Alors. Je pense que ça peut se rapprocher de. Ça peut se rapprocher l'accueil des mineurs. Excusez-moi. Ça peut se rapprocher de l'accueil des mineurs hors du domicile parental en centre de vacances ou bien sur les groupements de jeunesse. Donc l'assurance, il me semble pas l'avoir vue obligatoire. Après, comme toujours, s'il y a un problème, le défaut d'assurance, quelles vont être les conséquences? Différence entre dommage ouvrage et décennal. La garantie décennale, c'est en fait quand vous faites un marché public et que vous faites construire un bien, les malfaçons qui peuvent être constatées durant 10 ans, donc décennales, doivent être réparées, s'ils n'étaient pas vus lors de la réception de l'ouvrage. La différence entre la dommage ouvrage. La dommage ouvrage, c'est plutôt en cours de construction du bien, c'est-à-dire s'il s'écroule ou autre. Selon moi, pas obligatoire, mais conseillé. Les soucis en décennale sont très communs et là, au moins, vous êtes sûr d'être payé. Tout à fait. Mais la garantie décennale dans le cadre des marchés publics est obligatoire. Elle est prévue dans le CCAG travaux, il me semble. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. De toute façon, je ferai des arrêts fréquents pour voir les questions et Catherine me tiendra au courant. Donc, on a déterminé notre besoin. Donc maintenant, avant de lancer notre marché, eh bien, il faut qu'on rédige les pièces de celui-ci. Donc on est toujours avant le lancement de la procédure de passation. Donc la rédaction des pièces du marché, les CCAG, cahier des clauses administratives générales. Le marché d'assurance, on l'a vu, c'est un marché de services. La collectivité peut faire référence au CCAG fourniture courante et services dans son marché d'assurance. Il n'y a pas de CCAG spécifique pour l'assurance. Donc la référence au CCAG n'est pas obligatoire dans un marché public, ce n'est jamais obligatoire. Mais c'est quand même conseillé. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un certain canevas de règles à respecter par le titulaire et par la personne publique. Et vu la particularité des marchés publics d'assurance, le recours à un cahier des clauses particulières est pratiquement obligatoire. Ce cahier va venir fixer les dispositions particulières applicables au marché en cause. Ce cahier va permettre au candidat de connaître dans le détail les besoins de la collectivité. Ça va véritablement lui permettre d'étudier le risque que représente la collectivité. Il devra contenir l'état du patrimoine de la collectivité, par exemple la liste des véhicules, les statistiques des sinistres, les mesures de prévention que la commune a pu mettre en place, les informations sur le contrat qui est en cours, les garanties, les franchises. Et il pourra aussi contenir les actions de prévention qu'a pu prendre la collectivité. Et même, il faudrait les mettre en avant pour montrer en fait qu'on est dans la gestion du risque et qu'on a mis des mesures de prévention. Une bonne gestion des risques passe par la prévention. Et les assureurs, quand vous mettez cela dans les pièces du marché, sont très attentifs aux mesures de prévention que vous avez pu mettre en place.
comment les mettre en place, ces mesures de prévention? Eh bien, vous pouvez mettre ces actions pour limiter la survenance et l'impact des sinistres. Ça peut être la sécurisation des bâtiments, la formation des agents pour qu'ils réagissent de manière plus rapide et qu'ils sachent comment réagir, la mise en place de détecteurs de fumée, des détecteurs de présence, etc., de la vidéoprotection. Et toutes ces actions-là doivent être intégrées et communiquées de manière claire dans le DCE. Là encore, je vous ai mis un exemple vers un cahier des clauses administratives particulières des marchés d'assurance. Ce sont des exemples à chaque fois, hein, c'est des exemples qui sont adaptés à votre cas particulier, parce que chaque marché d'assurance est un marché particulier. Voyons maintenant le relevé de sinistralité et le cahier des clauses particulières. Alors, le relevé de sinistralité, c'est un élément indispensable à fournir au candidat. Il doit être intégré dans le DCE de manière normalisée. Des modèles sont à disposition. À la fin de la slide, vous avez encore un lien vers un modèle de relevé de sinistralité. À quoi il va servir ce relevé? Eh bien, ce relevé va permettre aux assureurs d'analyser la situation de l'acheteur. Il doit comporter un certain nombre de rubriques. Il doit comporter le nombre de sinistres, leur nature, leur coût, le ratio sinistre-prime sur une période, et cette période doit être pertinente pour savoir véritablement la sinistralité de la collectivité sur plusieurs années. En règle générale, on prend les 5 dernières années. Il est important aussi d'être vigilant sur les petits sinistres qui sont fréquents. Et les petits sinistres, même si leur coût est faible, quand on les prend de manière isolée, eh bien, la multiplicité de ces petits sinistres alourdissent la gestion et peuvent nuire à l'assurabilité globale de la collectivité. Donc, on l'a vu, le cahier des clauses particulières est propre à chaque marché d'assurance. Il est important de ne pas l'alourdir inutilement. On doit le centrer sur les besoins assurantiels de l'acheteur et on peut le développer autour de 3 axes. Les garanties, c'est-à-dire on va définir de manière claire les garanties que souhaite la collectivité, quelle va être la nature des risques couverts, le montant de couverture et les plafonds. On peut développer aussi les franchises, c'est-à-dire que l'acheteur doit définir le niveau des franchises qu'il peut financièrement supporter, sachant qu'une franchise plus élevée pourra faire baisser la prime d'assurance que vous devrez payer chaque année. Ce cahier doit aussi être simplifié. Il faut exprimer son besoin de manière synthétique. La structuration du marché, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini votre besoin, que vous avez rédigé vos pièces, vous allez devoir, avant le lancement de la procédure de passation, c'est-à-dire avant la publicité, vous allez devoir structurer votre marché. Et il y a un principe dans le cadre de la commande publique, c'est que pour favoriser un meilleur accès, l'allotissement est érigé en principe. C'est-à-dire qu'on doit faire plusieurs lots dans son marché. La collectivité, attention, a toutefois la possibilité de ne pas allotir, mais alors elle devra justifier son choix. Dans le cadre des marchés d'assurance, ça peut être la complexité excessive de la gestion de multiples contrats. Donc, on l'a vu, l'allotissement est la règle. Le marché d'assurance ne va pas échapper à cette règle, et même, j'irai plus loin, c'est que dans le domaine de l'assurance, ça va représenter un avantage bien plus qu'un inconvénient. Pourquoi? Parce que cela va permettre d'accroître la concurrence. Il y a des assureurs qui peuvent se spécialiser dans certains domaines et donc se positionner sur certains risques. Par exemple, les fautes automobiles, les objets précieux, les dommages aux biens. L'acheteur, en faisant cela, cet allotissement, va pouvoir isoler un risque bien particulier. C'est-à-dire que si sur certains marchés bien spécifiques, il y a une sinistralité importante, le mettre dans un lot isolé va permettre de ne pas pénaliser l'ensemble de votre marché.
Je vous donne un exemple d'un lotissement. Ça peut être le dommage aux biens et la responsabilité civile, la flotte automobile, enfin le lot 1, dommage aux biens et responsabilité civile, lot 2, flotte automobile, lot 3, protection fonctionnelle des agents, lot 4, risque spécifique, cyber, tempête, événements exceptionnels. Tous ces lots-là sont pris isolément, chaque lot est un marché. Donc, vous pouvez avoir pour ces 4 lots 4 assureurs différents. Donc, 4 marchés d'assurance différents. Dans la rédaction de votre marché, il ne faut pas oublier sur quels critères vous allez sélectionner les offres. Je vous rappelle, à partir du 21 août 2026, les critères de sélection des offres devront être basés soit sur les critères uniques du coût, déterminés selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Alors, pour être très honnête avec vous, le critère unique de coût fondé sur le cycle de vie dans le cadre des marchés d'assurance, je ne vois pas trop. Soit, si on ne prend pas ce critère unique du coût, on va prendre une pluralité de critères. Donc, on va rester là-dessus, je pense, sur les marchés publics d'assurance. Cette pluralité de critères, il devrait y avoir parmi ceux-ci le prix ou le coût, et au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux. Au regard des critères que vous avez dictés, eh bien, l'offre la plus avantageuse devra être choisie. Alors, comme exemple de critère, on peut prendre le prix ou le coût. C'est un critère évident, mais il est nécessaire, dans le cadre des marchés d'assurance, de ne pas le rendre déterminant. On peut prendre la valeur technique, c'est la pertinence des garanties proposées par rapport aux besoins exprimés, l'étendue de la couverture, les montants assurés. Ça peut être la qualité des services associés, c'est-à-dire comment le titulaire va gérer le sinistre. Est-ce qu'il va être rapide et est-ce qu'il va être efficace? Donc, je vous disais, par rapport aux critères coût et du prix, dans le cadre de la passation des marchés publics, il sera nécessaire d'être vigilant sur les offres anormalement basses. Ces offres peuvent entraîner une dégradation du service ou une tentative de l'assureur de modifier le contrat par la suite par des hausses de prix ou bien par des restrictions de garantie. C'est pour ça que si vous mettez un prix, le critère du prix comme un élément déterminant, et que vous avez des offres assez basses et qu'ils arrivent, entre guillemets, les assureurs à vous, enfin les candidats, ils arrivent à vous justifier ce prix-là, vous n'êtes pas à l'abri, dans le cadre de l'exécution de votre contrat, vous n'êtes pas garanti de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, avant de lancer les procédures de passation, Il y a alors quelques questions, oui. oui, alors je remonte. À quel moment prend-on une décennale en dehors d'un bâtiment? Alors en dehors d'un bâtiment, pour l'instant, là, j'en vois pas. Là, je suis désolé, j'ai pas d'exemple qui me viennent, qui me viennent. Et empêche la recherche de responsabilité. Pour ma part, les liens ne fonctionnent pas. Alors, vous voulez parler des liens qui sont en bleu? Attendez que je vérifie. Dans le support, mais il faut se mettre en mode diaporama, en fait, pour qu'il fonctionne. Ah oui, parce que je pense qu'en ayant Dans le support que je véritablement, vous ai dans le voilà, en support ayant que je vous ai renvoyé ce matin, là, normalement, ça devrait fonctionner. D'accord. Alors, Liane, pouvez-vous me confirmer que l'assurance décennale qui est rendue obligatoire par le Code de la commande publique est celle du prestataire et non celle de la collectivité? Dans le cadre d'un marché public, normalement, c'est le prestataire, c'est-à-dire celui qui vous construit le bâtiment, qui doit avoir une garantie décennale.
Alors bonjour, n'est-ce pas dangereux de coupler dans le lot 1 la RC et la DAB? Alors, quand j'ai mis le lot 1, hop, 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 hop. Alors, je ne vois pas pourquoi DAB, responsabilité civile, dommage aux biens. C'est un exemple. Après, on peut allotir encore plus et faire un lot uniquement où il y a la responsabilité civile et dommage aux biens. C'est sûr que si on les prend les deux ensemble, le lot sera certainement plus important et donc peut-être qu'il y aura moins de concurrence dans ce cadre-là. C'est simplement des exemples que j'ai pu trouver dans le cadre de la passation de marché. Depuis plusieurs années, notre dommage aux biens est infructueux. Et j'ai bien peur qu'en couplant les deux risques, notre collectivité se retrouve sans... alors, si vous avez l'expérience qu'en ayant uniquement le lot DAB, vous n'avez pas d'offre, alors coupler les deux, ça va être encore pire. Donc, dans votre cas bien précis, il faudra les séparer, faire un lot RC et un lot DAB. Après, pourquoi votre lot DAB est infructueux? Je vous rappelle, maintenant, vous avez le dispositif Collective Assure qui pourrait vous aider dans ce cadre-là. Après, moi, j'essaierai quand même de savoir, Madame Benciveni, pourquoi le lot DAB est infructueux. Pouvez-vous donner des exemples de caractéristiques environnementales dans les marchés d'assurance? Alors là, vous m'embêtez avec cette question parce que j'y ai réfléchi et moi, je ne vois pas dans ce cadre-là des exemples de caractéristiques environnementales. J'ai pensé à, par exemple, un échange la gestion de sinistres qui se fait de manière totalement dématérialisée. J'ai pensé à cela. Ça pourrait être une caractéristique environnementale. Mais c'est sûr que dans le cadre de, dans le cadre de marché, je vais dire entre guillemets, intellectuel, les caractéristiques environnementales, ça semble quand même assez difficile. Nous avons pris une décennale pour des ouvrages d'art. Oui, c'est possible. Vous n'évoquez pas l'assurance protection juridique pour la... c'est des exemples. J'ai mis attention, j'ai pas mis toutes les assurances que l'on peut mettre en œuvre. C'est simplement un exemple de quelques lots d'un marché d'assurance. En fonction de quel indicateur peut-on soupçonner une offre d'être anormalement basse pour les marchés dont le prix est exprimé en pourcentage? Contrat d'assiette. Ah, j'ai pas d'exemple bien précis. Si, en fait, ça va se voir normalement, l'offre anormalement basse va se voir par rapport à toutes les offres que vous avez pu recevoir. Si elles se tiennent toutes, on va dire plus ou moins 10% dans le pourcentage et que vous en avez une qui est bien en deçà, il va falloir demander des explications au candidat pour savoir véritablement pourquoi ce prix-là ressort du lot par rapport aux autres offres. Même certains assureurs proposent de distinguer la responsabilité civile générale. Alors, je reste sur la question précédente. Même certains assureurs proposent de distinguer la responsabilité civile générale et celle de la responsabilité civile environnement. Alors moi je veux bien, on peut faire autant de lots qu'on veut dans un marché public. Après le problème c'est comment on va gérer tout ça. Parce que comment on va faire un suivi administratif et financier de tous ces lots. Après je ne sais pas si dans le cadre de votre question, Madame Biochet, s'il y a des assureurs qui se spécialisent soit en responsabilité civile générale, soit en responsabilité civile environnementale. Si la décomposition de vos lots permet d'assurer des offres une meilleure concurrence,
pourquoi pas? Mais après, il faut vous poser la question aussi en tant que personne publique, comment je vais gérer si j'ai n'importe quoi, 15-20 assureurs différents pour tous les risques de ma collectivité. D'accord, mais si on ne reçoit qu'une offre, comment savoir qu'elle est anormalement basse? Ça peut être intéressant dans votre cas, madame Rullier, de faire du sourcing. C'est-à-dire de savoir, quels sont les prix qui se pratiquent dans l'assurance en cause. C'est-à-dire de faire, vous pouvez le faire par rapport au excusez-moi, c'est le site achatpublic.com qui fait ce qu'on appelle, qui a un module RFI, c'est Request for Information. C'est-à-dire ça permet de faire du sourcing dans un cadre bien précis. Ça peut être utile ça pourrait être utile de le faire, ou bien de faire, madame Rullier, du benchmarking, c'est-à-dire de savoir comment ça se pratique dans les autres collectivités et quels ont pu être les prix qui ont été mis en œuvre. Alors, madame Guillocher, je ne suis pas sûr qu'il y ait une spécialisation des assureurs. Cela a été imposé par le candidat lors d'une consultation. Alors, le candidat, il ne peut rien vous imposer dans le cadre d'une consultation. C'est-à-dire que si vous avez fait un lot avec la responsabilité civile générale et un lot qui comprend la responsabilité civile générale et la responsabilité civile environnement, c'est pas dans le cadre de la procédure de passation pour cet assureur-là que vous allez décomposer ensuite en lot. C'est-à-dire qu'il faudrait, alors, dans ce cadre-là, on modifie substantiellement le marché. Donc, il faudrait au minimum relancer un délai de réponse pour les candidats. De notre côté, nous avons fait un lot avec une PSE pour la RC Environnement, prestation supplémentaire éventuelle. Oui, c'est possible aussi, de savoir quels pourraient être les prix ou quelles pourraient être les offres des candidats dans le cas d'une PSE. Et la PSE, ben, après, on la prend ou on ne la prend pas. Alors, madame Yochet, cela s'est produit après relance de la procédure. Ah, vous n'avez pas de chance, pour être très honnête avec vous. Ça voudrait dire que, alors je ne sais pas si vous vous n'acceptez pas la proposition du candidat. Donc, en l'état, vous ne pouvez pas l'accepter parce que ce serait faire de l'eau alors que vous avez un lot. Si c'est le seul candidat, juridiquement, ça veut dire que vous devez relancer et alors il faudra séparer pour pouvoir avoir plus de candidatures. Les candidats peuvent ou non y répondre. Alors, ça a dû être modifié, parce que je vois plus le... Alors, en effet, nous sommes censés avoir une estimation financière avant de lancer le marché, mais cette estimation est en euros. D'où ma question pour les prix exprimés en pourcentage et non en montant. Ça me paraît délicat de dire à partir de combien de points de pourcentage de la différence doit-on soupçonner l'offre. Alors, j'ai pas bien compris. Si vous avez fait un marché et que vous avez demandé un montant en euros, eux, ils vous ont fait une offre en pourcentage. Alors, je pense que ça ne respecte pas votre règlement de consultation, madame Mancuso. Si j'ai bien compris. Je pour voir la procédure de passation. On a déterminé son besoin avec précision. On a rédigé toutes les pièces du marché. Donc maintenant, on va lancer la procédure. Donc il faut avoir conscience des seuils de publicité. Pour un marché de fournitures courantes et services, la publicité n'est pas obligatoire en dessous de 40 000 €. La publicité est libre ou adaptée. Donc là, on passe dans les MAPA à partir de 40 000 € jusqu'à 221 000 €. Publicité libre ou adaptée entre 40 000 et inférieure à 90 000 €. On a une publicité qui est obligatoirement soit au BOMP,
soit au JAL pour un besoin qui se situe entre 90 000 et 221 000 euros. Au-delà des 221 000 euros, on est sur une publicité au BOMP ou au JOUE et on passe en procédure formalisée. Il y a aussi, il faut avoir à l'esprit, les services sociaux et spécifiques. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que les services sociaux et spécifiques, ça peut être utilisé dans le cadre des mutuelles pour les agents, par exemple. Donc dans ce cadre-là, en dessous de 40 000, toujours pareil, on n'a pas d'obligation de mise en concurrence. Pour les marchés de 40 000 et inférieur à 750 000 euros, on est en publicité libre ou adaptée, et au-delà de 750 000, on est sur une publicité au JOUE. Et on est toujours dans ce cadre-là sur un marché à procédure adaptée. Donc, les marchés d'assurance sont des marchés de services. On l'a vu au sens de la commande publique. Donc, ces marchés de services sont soumis aux règles de passation de publicité et de mise en concurrence qui sont applicables aux autres marchés de services. C'est-à-dire qu'une fois le besoin bien défini, le choix de la procédure va être déterminé par le montant estimé du besoin sur la durée totale du contrat, en prenant en compte les périodes de reconduction, s'il y en a. En dessous de 221 000 euros, il est plus simple de ne pas s'enfermer dans une procédure rigide et de rester dans une procédure souple, comme les marchés à procédure adaptée. Au-delà du seuil de 221 000 euros, bien là, on tombe automatiquement dans le cadre des procédures formalisées. C'est-à-dire qu'on va passer soit un appel d'offres, soit une procédure avec négociation, soit un dialogue compétitif. Dans toutes les procédures, quelles qu'elles soient, il est possible d'organiser des visites sur site, de permettre aux candidats de présenter des variantes, ce qui peut être utile. Ça peut être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, les variantes. L'appel d'offres, je vous le rappelle, est une procédure très rigide. C'est-à-dire que la marge de manœuvre de la personne publique est très étroite. Elle peut être utilisée pour des marchés assez simples, sans complexité particulière. C'est-à-dire que la solution assurantielle est disponible sans nécessité d'adapter celle-ci. C'est-à-dire que la solution existe déjà. La négociation, je vous le rappelle, n'est pas possible en appel d'offres. Mais rien n'empêche, comme on l'a vu, d'organiser des visites sur site et de répondre aux questions des candidats. Toujours en ayant à l'esprit que ces réponses ne doivent pas s'apparenter à des négociations. Et les délais de réception des offres dans le cadre des appels d'offres sont enfermés dans des délais minimums. Une procédure formalisée, elle peut être utilisée dans quel cas? Elle peut être utilisée dans les situations où le risque est spécifique. C'est-à-dire qu'elle va permettre de discuter, de comparer, de mesurer les offres d'assurance que les candidats peuvent présenter. C'est à réserver pour des marchés où la solution n'existe pas. Ou plutôt, la solution existe, mais il est nécessaire d'adapter les solutions pour se conformer aux besoins spécifiques de l'acheteur. Le code précise que l'on peut recourir à cette procédure lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y attachent. Cette spécificité peut se retrouver par rapport aux compétences de l'acheteur. Par exemple, la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. Ça peut se retrouver aussi avec des ouvrages particuliers exploités par l'acheteur, dans le cadre d'une activité industrielle, dans le cadre d'une activité économique, ou bien en lien avec des biens particuliers qui font partie du patrimoine historique de la collectivité. Ça ne concerne pas des assurances classiques, mais vraiment des biens présentant des particularités, nécessitant la mise en place de cette assurance spécifique. La publicité de l'acheteur, dans ce cas-là, doit servir de base pour les négociations.
il ne faudra pas minimiser le montant ou bien les garanties que vous allez demander pour ensuite, dans la négociation, dénaturer votre besoin de base. Dans le cadre de la négociation, on peut négocier sur tout. Le code n'enferme pas la négociation dans un cadre bien particulier. La négociation, même si elle est libre et si elle peut se faire sur, entre guillemets, n'importe quoi, c'est pas un blanc-seing. C'est-à-dire qu'il faut éviter tout contentieux. Et pour éviter tout contentieux et prouver au juge en cas de besoin que l'on a traité de manière égale tous les candidats, eh l'acheteur pourra partir d'une base commune de négociation. C'est-à-dire qu'on part d'une base commune de négociation, on discute avec les candidats et on arrive, après les échanges, à une certaine solution, à une certaine offre. Eh bien, tous ces échanges-là devront être consignés et conservés. Donc là, maintenant, voyons les APA, les marchés à procédure adaptée. Bien, ce sont les procédures présentant la plus grande liberté laissée à l'acheteur dans le cadre de la passation de son marché. À l'intérieur des MAPA, il y a des modalités de publicité qui peuvent être différentes selon le montant. C'est-à-dire que, alors, en dessous de 40 000 €, il est possible de passer par un marché sans publicité ni mise en concurrence. On ne parle plus alors de MAPA. Dans ce cadre-là, ça veut dire que l'acheteur pourra contractualiser directement avec l'assureur de son choix. La seule contrainte dans le cas de cet achat pour un marché inférieur à 40 000 €, ce sera de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Pour les MAPA d'un montant inférieur à 90 000 € et supérieur à 40 000, on parle de publicité adaptée. Mais les textes n'explicitent pas ce qu'est une publicité adaptée. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre au sein de la collectivité pour ce type de marché des caractéristiques en ayant connaissance du secteur en cause. C'est-à-dire on peut faire 3 devis. Dans certains cas, ça peut suffire. La publicité ne veut pas forcément dire une publication. Une publicité dans un journal local sur le site de la mairie peut suffire dans ce cadre-là. La négociation est possible en MAPA et spécifiquement dans les marchés publics d'assurance, ce serait même plutôt conseillé. Les délais de réception des candidatures sont libres, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'il faut laisser le temps au candidat, en fonction du marché, il faut lui laisser le temps d'élaborer son offre. Donc, voyons voir s'il y a des questions. Alors, le benchmarking est compliqué en DAB car, dommage ou bien, car le taux au mètre carré fixé par les assureurs est aussi fonction des risques à assurer. Chaque collectivité est différente en termes de risques à assurer. Ça, oui. Alors, le benchmarking, ça peut marcher, mais alors sur quelque chose de très standardisé. Par exemple, l'assurance de flotte de véhicules. Mais c'est vrai que alors les marchés d'assurance, encore plus que des marchés, je vais dire entre guillemets «classiques», sont véritablement attachés à la situation particulière de chaque collectivité. Par rapport à la responsabilité du gestionnaire public, la collectivité peut-elle s'assurer? Alors j'ai pas compris la question. Par rapport à la responsabilité du gestionnaire public. Quelle responsabilité? Alors si vous pouviez juste préciser parce que je n'ai pas tout compris dans ce cadre-là. Alors, en attendant, je vais continuer, je reviendrai dessus. Donc là, on a signé notre contrat
après la publicité, on a sélectionné les offres, etc. On a signé notre contrat, on a retenu le mieux disant, et on a signé notre contrat avec notre assureur. Alors, l'exécution et le suivi du contrat. Donc, une fois le marché signé, il va être nécessaire d'assurer la gestion de celui-ci en lien avec l'assureur pour les sinistres pouvant survenir pendant son délai d'exécution. Dans le cadre de l'exécution du contrat liant l'acheteur à l'assureur, il sera nécessaire, premièrement, de payer en temps et en heure les primes afin d'éviter tout litige en cas de survenance d'un sinistre. Et il est nécessaire, dans le cas de ces marchés-là, de bien indiquer que s'appliquent les règles de la comptabilité publique, avec les délais de paiement précis, et qui sont ceux de la commande publique. C'est ça que je veux bien vous le faire avoir à l'esprit. La principale caractéristique de l'exécution d'un contrat d'un marché d'assurance, eh bien, ça se matérialise par la gestion des sinistres que l'acheteur peut connaître au cours de la vie du contrat. Et une bonne gestion va impliquer une déclaration rapide de ceci. J'attire votre attention sur les délais contractuels qui sont indiqués dans votre contrat pour la déclaration. Et il est important que l'acheteur collabore de manière effective avec l'assureur, avec la fourniture des pièces qu'il peut demander, des PV, constats, etc. Le contrat peut évoluer en cours de marché, c'est-à-dire que la collectivité va devoir informer l'assureur des changements qui peuvent exercer une influence sur le contrat en cours. Il peut s'agir de quoi? Il peut s'agir de l'aggravation ou de la diminution du risque. Par exemple, ça peut être la construction d'un nouveau bâtiment, ça peut être le transfert d'un bâtiment, ça peut être la perte ou la prise de compétences. Ces modifications devront faire l'objet d'un avenant pour garantir la continuité de la couverture. Ne pas faire cette démarche peut conduire l'assureur à refuser une indemnisation en cas de sinistre. L'exécution du contrat d'assurance ne se limite pas au paiement de la prime. Il y a tout un travail de suivi, avec le suivi administratif et financier du marché et la gestion en temps réel des sinistres. La gestion des sinistres, le sinistre, c'est le cœur du marché d'assurance. C'est-à-dire que c'est là où on va voir si on a bien fait les choses. Et une gestion rigoureuse des sinistres est essentielle pour l'indemnisation et le maintien d'une bonne relation contractuelle. On peut schématiser cette gestion de sinistre en 3 étapes. Premièrement, la déclaration du sinistre. L'acheteur doit scrupuleusement respecter les délais de déclaration contractuelle. Ils peuvent être très courts. Ça peut être des fois quelques jours ouvrés après la connaissance du sinistre. L'acheteur va devoir transmettre de manière complète les informations sur le sinistre. C'est-à-dire ça va inclure la date, le lieu, la nature du dommage, les circonstances et une première évaluation des dégâts. Une fois la déclaration du sinistre, il va y avoir de la part de l'assureur une instruction et une expertise. C'est-à-dire qu'il va mandater un expert afin d'évaluer le sinistre. Dans ce cadre, la collaboration pleine et entière de l'acheteur sera nécessaire, avec fourniture des documents qui peuvent être utiles et qui peuvent être demandés par l'expert. L'acheteur, dans ce cadre, doit avoir une connaissance parfaite du niveau de la franchise applicable au cas en cause. La franchise, c'est le montant qui ne sera pas remboursé à la collectivité. Vient ensuite la phase d'indemnisation. L'acheteur va devoir vérifier que l'indemnisation est conforme aux stipulations du contrat, c'est-à-dire par rapport à son montant, qu'il y aura application de la bonne valeur, peut-être de la vétusté ou autre. En cas de litige sur l'évaluation du dommage ou l'application du contrat, des voies de recours sont toujours possibles. Premièrement, la négociation, ce qui est, je pense, le mieux dans les marchés d'assurance, c'est-à-dire qu'on va discuter avec son assureur des modalités du refus et pourquoi il refuse alors que ça peut être écrit dans le contrat.
On peut avoir recours aussi au médiateur de l'assurance, selon le cas. Et bien, en dernier ressort aussi, on pourra faire appel au juge, c'est-à-dire dans le cadre d'un contentieux. L'évolution du contrat. Donc, on l'a vu, le contrat, au cours de son existence, pourra évoluer. Pourquoi? Parce que c'est un contrat qui, bien souvent, n'est pas figé. Il va évoluer en fonction de l'évolution de la situation de l'acheteur. Car le code des assurances oblige la déclaration des nouvelles situations sous 15 jours. La situation de l'acheteur, donc, peut évoluer. Elle peut évoluer de manière différente. Son patrimoine peut être modifié. Il peut avoir un changement d'usage d'un bien qui va être transformé, par exemple par une augmentation de la fréquentation dans le cadre d'un ERP. Il peut s'agir aussi de nouvelles activités, comme un nouveau service public qui va être lancé ou bien par un événement exceptionnel qui va se produire au sein de la collectivité. Tout cela, ça va conduire à une aggravation du risque pour la collectivité et donc pour l'assureur. Et donc, il sera nécessaire de faire une déclaration à l'assurance pour une modification du contrat. Ne pas déclarer peut conduire à un refus de prise en charge ou même peut conduire à une résiliation du contrat. Si le risque peut devenir supérieur, il peut aussi devenir inférieur. C'est-à-dire que le risque de l'acheteur peut s'amoindrir. Ça peut être le cas dans le cadre de la démolition bien de la vente d'un bien, ou bien par des travaux de prévention qui ont été mis en place dans un bâtiment. Ça peut être un système incendie, un système de surveillance. La réduction du risque doit en principe conduire à une réduction du montant de la prime d'assurance. Cette évolution pourra se faire par le biais d'un avenant qui devra respecter des conditions du code de la commande publique afin de juger de sa validité. Le marché aussi peut avoir été conclu avec une clause de réexamen. Il sera alors nécessaire de bien rédiger cette clause afin de savoir exactement dans quel cadre elle se situe, dans quel cadre on peut la mettre en œuvre. Elle pourra permettre des ajustements et des évolutions du contrat sans devoir passer par une nouvelle mise en concurrence. Alors, par rapport à la collectivité du gestionnaire public suite à l'ordonnance. Alors, la responsabilité des gestionnaires publics suite à l'ordonnance numéro 2022-408. Alors, comme ça, ça me dit rien. Je fais juste une rapide recherche. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? La responsabilité financière des gestionnaires publics, d'accord. Alors, je ne sais pas, concrètement, je ne sais pas s'il y a des assurances dans ce cadre-là. Alors j'imagine qu'il est possible, de s'assurer, sachant que pour les comptables publics, pour les régisseurs d'avances et de recettes, il y a des assurances, ainsi que pour les comptables publics. Donc j'imagine que dans ce cadre-là, il doit y en avoir. Après, là concrètement, je suis incapable de vous répondre de manière positive ou négative en étant sûr. Je ne sais pas. Est-il possible de déclarer un sinistre plus d'un an après sa date de survenue si nous venons juste d'en être informés? Alors, il me semble que dans le code des assurances, il est dit après en avoir eu connaissance. Après, je ne vous cache pas qu'un an après, alors je ne sais pas dans quel cadre c'est survenu, mais ça, ça me semble énorme comme délai. Mais concrètement, regardez ce qui est prévu dans votre contrat, mais je pense qu'il doit y avoir une rédaction qui indique que quand on en a eu connaissance du sinistre, le gestionnaire public est couvert par la RC de la collectivité normalement.
Alors peut-être, mais moi je demanderais une attestation auprès de l'assureur. Les délais de paiement sont ceux du code de la commande publique. Un assureur m'a précisé en formation que l'article 113-3 du code des assurances comme étant d'ordre public. Comme bon nombre d'articles du code des assurances, il faut en faire la liste précise pour chaque garantie, car il ne sera pas possible de déroger contractuellement à l'application de ces dispositions. Alors, j'ai un doute. Alors, vous me spoliez par rapport à ce que je vais dire plus tard, Madame Darroze. J'ai un doute que l'article L113-3 du Code des assurances soit d'ordre public. Je ne suis pas sûr du tout. Je fais une recherche rapide, mais je pense pas. Alors, pour tout vous dire, je ne pense pas que ce soit d'ordre public, parce qu'il me semble avoir lu dans le guide 2025 sur les marchés publics d'assurance, il me semble avoir vu que c'était possible de déroger. Donc si c'est possible de déroger, je ne pense pas que ce soit d'ordre public. Et le guide a été fait par le ministère. Donc je ne pense pas. Après, à vérifier, hein, Madame Darroze, mais là, il faudrait regarder. Là, je ne peux pas vous dire. Si vous pouvez me laisser vos coordonnées, que je vérifie tout ça, je pourrais vous rappeler dans ce cadre-là. Ne serait-il pas préférable d'adopter une politique de déclaration de sinistre plus rigoureuse en tenant compte du niveau de la franchise afin d'éviter d'aggraver la sinistralité? À titre d'exemple, lorsqu'un sinistre présente un coût légèrement supérieur au montant de la franchise, il pourrait être pertinent d'en évaluer l'opportunité de déclaration afin de préserver la maîtrise de la sinistralité. Tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que déjà, quand vous déclarez un sinistre, automatiquement, normalement, il y a une franchise. Si le montant du sinistre est inférieur à la franchise, pourquoi le déclarer? Parce que ça va augmenter votre niveau de sinistralité. Donc, ça va augmenter votre niveau de risque pour les assureurs. À vous de voir. Véritablement, à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous me dites que vous ne voulez pas déclarer pour un sinistre pour un montant qui est légèrement supérieur au montant de la franchise. Ça veut dire que votre franchise est peut-être sous-évaluée par rapport au risque que vous pouvez vous permettre d'assumer. Ça veut dire que mettre une franchise plus haute aurait pu faire baisser la prime d'assurance dans ce cadre-là. Le contrat peut-il être modifié par l'assureur suite à l'augmentation de la sinistralité? Alors, il peut vous demander une modification, mais il peut carrément le résilier. Je n'ai pas reçu le... Alors... Oui, pour le support, visiblement, il y a un problème parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont reçu hier, d'autres, je l'ai renvoyé ce matin. Donc, vérifiez peut-être dans vos spams. Alors, je crois que pour l'instant que la responsabilité du gestionnaire public, telle que l'entend la JP depuis 2 ans, n'est peut-être couverte par la collectivité. Alors, comment forcer un... Ah, d'accord, excusez-moi, j'ai lu comment forcer un assureur à candidater. J'étais parti là-dessus. Comment forcer un assureur à nous répondre pour des dossiers ouverts avec lui lors de notre ancien marché pour connaître les suites, par exemple, sachant qu'il est dans l'obligation de continuer sur ces dossiers. Il ne répond plus à mes mails ni à mes appels. Alors là, comment le forcer? Juridiquement, il n'y a qu'une solution. C'est soit le médiateur, soit aller au contentieux, soit aller devant le juge. Je ne vois pas, Madame Loiseau, dans ce cadre-là, comment le forcer. À moins d'aller par surprise dans son bureau, mais bon, je ne suis pas sûr que vous soyez bien accueilli. Ce qui est préconisé actuellement par les cabinets spécialisés est de ne s'assurer que pour les gros risques avec des franchises élevées. La fréquence ne doit plus être assurée. De notre côté, nous avons une franchise en DAB à 100 000 € pour la commune. Pour les sinistres, en deçà, nous sommes en auto-assurance et exerçons les recours nous-mêmes. Oui, mais moi j'ai très peur de cela, Madame Rullier, sur les
sur l'assurance. J'ai bien peur que maintenant, ce soit véritable. Reprenez mon exemple que je vous ai indiqué pour la ville de Montargis, où sa franchise est passée de 7 500 € à 2 millions d'euros. Ça veut dire que maintenant, et voilà, en plus, vous le dites, sans cela, nous n'avions pas d'offre. Ça veut dire que maintenant, les assureurs vont vous mettre des franchises exorbitantes pour être, entre guillemets, sûrs de n'intervenir, de plus intervenir fréquemment, et pour être sûr, en plus, pour eux, d'avoir un coût de revient qui pourrait être, je veux dire, entre guillemets, intéressant. Quand j'ai fait quand j'ai préparé ma web, donc je vous l'ai dit au début qu'il y avait deux assureurs principaux qui se partageaient l'assurance des collectivités, la SMACL et Groupama. Eh bien, la SMACL, qui a beaucoup d'assurances auprès de collectivités, la SMACL était en déficit et il y avait vraiment un risque pour qu'il y ait plus d'assurance dans le cadre des collectivités. Et la SMACL a été obligée de s'adosser à la MAIF pour pouvoir continuer à gérer les assurances des collectivités. Et d'ailleurs, vous le confirmez, Madame Brullier, en émeute, maintenant, vous êtes à 2 millions de franchises. Mais là encore, il y a un petit truc que je vais vous dire à la fin. À la fin là-dessus. Ça veut être, alors, caractère d'ordre public. Ah bah vous avez trouvé l'article sur le caractère d'ordre public là, du L113-3. L'article L112-2 ne peuvent être modifiés par convention les prescriptions, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté qui sont contenues au dernier alinéa. A priori, mais je vous dirais oui, en lisant comme ça, hein, pour être très honnête avec vous, L113-3. Je voudrais confirmer avec mes collègues du droit des assurances, parce que là, ce que vous me dites, ça va contrevenir à ce que je dis un petit peu plus tard, et ça contrevient à ce que j'ai vu dans le guide aussi. Donc je voudrais vraiment approfondir ce point, Madame Darros. Alors, maintenant, on va parler de la résiliation du contrat. Alors, une résiliation unilatérale. Si rien n'est prévu dans le contrat, le code ne permet pas au titulaire d'un marché public de résilier de sa propre initiative un marché. Ce n'est jamais prévu dans le cadre d'un marché public. Eh bien, il y a une particularité du Code des assurances qui est de permettre cette résiliation unilatérale de la part du titulaire. L'article L113-3 du Code des assurances dispose qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de la prime dans les 10 jours de son échéance, l'assureur a le droit de résilier le contrat dans les 10 jours suivant l'expiration d'un délai de 30 jours correspondant à la mise en demeure. Le Code des assurances permet ainsi à l'assureur de résilier le contrat en cas de non-paiement, mais on peut insérer une clause dans le marché indiquant que les délais de paiement sont régis par le Code de la commande publique. Alors là, Madame Darroze, ça voudrait dire que ce que je viens de lire est faux. Pourquoi? Ça veut dire que si l'article L113-3 du Code des assurances est d'ordre public, on ne pourra pas y déroger. Mais alors là, je veux vraiment faire une petite recherche pour vérifier ce point-là. Donc le dernier point, on va dire la dernière ligne de ce que je viens de lire est en suspens pour l'instant. Donc l'article L113-4 du Code des assurances permet aussi à l'assureur de résilier le marché en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, tel que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennement une prime plus élevée. Vous voyez, en cas d'aggravation du risque. Donc les émeutes, ça peut être une aggravation du risque. Mais le Code des assurances tempère cela en indiquant que l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après avoir été informé de quelque manière que ce soit il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant après un sinistre une indemnité.
en application encore une fois de Code des assurances, l'article L113-12, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'1 an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins 2 mois avant la date d'échéance du contrat. On peut prévoir dans le marché un délai plus important. L'article R113, encore à voir si c'est d'ordre public, en lien avec le L113-3. L'article R113-10 du Code des assurances énonce que dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne prendrait effet qu'à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la notification à l'assuré. Cette clause, si elle est intégrée dans le marché, peut être modifiée en modifiant le rapport prime-sinistre. Donc j'ai un petit doute sur l'ordre public. Pourquoi? Parce que par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État, c'est-à-dire que on a vu dans le Code des assurances la possibilité de résilier. Donc la possibilité de résilier de manière unilatérale par le titulaire. La personne publique peut la retarder sans pouvoir totalement l'empêcher. C'est-à-dire que la jurisprudence du Conseil d'État du 12 juillet 2023, Grand Port Maritime de Marseille, permet de s'opposer sans l'interdire la résiliation. Je vous ai mis le considérant. Le Conseil d'État précise qu'il résulte des principes généraux applicables au contrat administratif que lorsque l'assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d'assurance, cette dernière, donc la personne publique, peut, pour un motif d'intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s'y opposer. Donc elle peut s'opposer à la résiliation et imposer de poursuivre l'exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public, sans que cette durée, donc d'imposition de continuation du marché d'assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder 12 mois, y compris lorsque la procédure s'avère infructueuse. Et voyons maintenant, pour terminer, le devenir de l'assurabilité. Donc, il y a eu une proposition de loi qui a pour objectif de remédier aux difficultés croissantes rencontrées par les collectivités locales pour s'assurer. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 11 juin 2025. Elle comprend des mesures afin de conforter la concurrence sur le marché de l'assurance privée des collectivités locales. Le texte donc, devra faire encore l'objet d'un passage devant l'Assemblée nationale. Bon, avec les temps qui courent, je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Surtout qu'en plus, il doit y avoir des décrets d'application. Alors, 2 mesures vont particulièrement intéresser les collectivités. Afin de responsabiliser les collectivités locales, leurs contrats d'assurance dommages aux biens devront systématiquement prévoir une franchise et les caractéristiques de celle-ci seront précisées par décret. Deuxième mesure, les collectivités locales seront désormais couvertes pour l'ensemble des risques, en particulier ceux liés aux émeutes. Le champ de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités touchées par les événements climatiques ou géologiques est élargi. Cette dotation est transformée à partir du 1er janvier 2026 en dotation d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements face aux risques majeurs. Cette dotation couvrira non seulement les catastrophes naturelles comme aujourd'hui, mais également les émeutes et les mouvements populaires. Une garantie obligatoire des dommages résultant d'émeutes et de mouvements populaires devra être insérée dans tous les contrats d'assurance dommages aux biens des particuliers, des entreprises et des collectivités locales. Certes, garantie obligatoire, mais attention au montant de la franchise, comme on l'a vu. Les collectivités locales et les intercommunalités à fiscalité propre pourront recourir aussi au médiateur de l'assurance dans le cadre de tout litige avec l'assureur.
et non plus, comme c'est le cas depuis octobre 2023, seulement après un sinistre. De plus, si elles ne parviennent pas à s'assurer, elles pourront, après 2 procédures infructueuses, être accompagnées dans leur recherche d'assurance. Donc, nous en avons terminé avec cette web. Donc, je tiens à vous informer sur les accompagnements de la Banque des Territoires. Donc là, vous avez le numéro de Rural Consult et vous voyez tout l'appui juridique et financier en apportant des réponses immédiates et opérationnelles sur toutes vos questions que vous pouvez vous poser dans la gestion de la collectivité. Et je tiens à vous signaler l'appui en matière de commande publique et en matière de recherche, en matière d'identification et de recherche de subventions. En revenant sur l'appui à la commande publique, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand vous avez une question dans la phase de préparation de votre marché, je parle bien phase de préparation, je ne parle pas de phase d'exécution. De phase de préparation, vous pouvez nous contacter, on peut identifier votre problématique, on peut prendre rendez-vous avec vous, vous rappeler, discuter, et à la fin de l'échange, on peut vous faire un rapport écrit sur quelles sont les solutions que l'on peut apporter à votre problème bien spécifique. Je vous rappelle que tout cela se fait de manière totalement gratuite. C'est-à-dire, vous avez aussi des outils de modélisation financière de vos projets, ainsi qu'une aide à la construction de votre PPI, avec un accompagnement pour sa prise en main et l'interprétation des résultats. Donc tous ces services-là, réponse aux questions, appui en matière de commande publique, en matière d'identification, de recherche et de subventions, et des outils de modélisation financière, tous ces services-là sont totalement gratuits dans le cadre du service Rural Consult. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services dans ce cadre-là. Et je vais vite repartir sur les questions. Comme pour tous les marchés, la définition des besoins est essentielle. Ça, c'est sûr. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, si Catherine veut intervenir. Eh ben, merci déjà, David, pour cette Je vous en prie. présentation. Merci à toutes et à tous. Et donc, comme David vous l'a dit, si jamais vous avez des questions sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets en matière de commande publique, ou on le redit sur tout autre sujet qui concerne votre collectivité, n'hésitez pas. Alors, je vois, nous sommes une commune de moins de 20 000 habitants en zone urbaine. Existe-t-il le même aide que pour les communes rurales? Je pense que là, vous pouvez faire éventuellement appel à vos associations d'élus au niveau départemental. Mais Aux en tout cas, AMF, oui. voilà. Sachez que par contre, en dehors de Rural Consult, tout ce qui est webinaire et le site, et vous avez le lien là dans le document, la newsletter et l'accès au webinaire, tout ça est accessible gratuitement sans qu'il y ait de conditions de seuil de population. Mais il est vrai que pour Rural Consult, nous avons souhaité, parce que ça a été lancé dans le cadre France Ruralité, le privilégier les petites communes qui manquent de moyens. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et à bientôt pour un prochain webinaire. Au Merci, revoir, merci bonne à vous. journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.